Donc, bonjour à tout le monde. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi, je suis Astrid, cofondatrice de FEV. Avec FEV, nous, notre objectif est d'aider à l'installation sur des fermes qui soient diversifiées agroécologiques. Et pour cela, on organise le rachat de fermes en faisant appel à l'épargne citoyenne. Et donc, ces fermes qui sont financées par des épargnants citoyens sont ensuite louées à un ou plusieurs agriculteurs avec une option d'achat. Et on va également jouer un rôle de facilitateur dans la structuration du projet d'installation en coopération avec les acteurs du territoire. En parallèle de ça, on a décidé de lancer une série de webinaires, Les Voix du terrain, pour aller à la rencontre d'agriculteurs et d'agricultrices qui sont installés sur des fermes agroécologiques diversifiées. Le constat qui a été le nôtre, c'est qu'on a d'un côté des agriculteurs qui sont installés sur des fermes de ce type, mais qui sont beaucoup sollicités et qui n'ont pas forcément toujours le temps de répondre à l'ensemble des demandes. Et de l'autre côté, on a de plus en plus de porteurs de projets qui, eux, sont en recherche de retour d'expérience de ces agriculteurs-là. Voilà, donc on a décidé de créer ces occasions pour faciliter le partage de connaissances. C'est aujourd'hui le 3e webinaire donc de cette série Les Voix du terrain. Précédemment, on a accueilli Benjamin de la ferme de Trévreau et Claire et Gaëlle de Gone Girls. Le point commun de ces fermes, c'est qu'elles sont diversifiées, collaboratives. Aujourd'hui, on est ravis d'avoir avec nous Johan, donc de la ferme des Clos. En 2 mots, et puis ensuite, je te laisserai te présenter, Johan. Mais donc, la ferme des Clos, c'est une ferme d'une centaine d'hectares dans les Yvelines, à Bonnel, à côté de Rambouillet. C'est une ferme qui est très diversifiée, puisque sur la ferme, on a du maraîchage, de la culture de houblon, des grandes cultures, de l'apiculture, de l'arboriculture aussi, un atelier volaille également. C'est aussi une ferme qui est collaborative avec plusieurs personnes qui travaillent sur la ferme, avec aussi le choix d'une structure juridique indépendante par atelier. Mais on en reparlera tout à l'heure. En tout cas, on va parler avec Johan de l'histoire de la ferme des Clos, du choix des ateliers, de leur dimensionnement également, de leur collectif, comment est-ce qu'ils s'organisent, de la structuration juridique qu'il y a derrière, ainsi que de la viabilité économique du projet. Voilà, donc pour ça, on aura environ 30-40 minutes d'échange donc avec Johan. Au cours de l'échange, je vous invite à mettre toutes vos questions ou vos remarques donc, dans le chat, dans la section donc, discuter, que vous devez voir en bas sur le Zoom. Et donc, toutes ces questions-là, on essaiera en tout cas de répondre à un maximum d'entre elles à la fin, puisqu'après ces 30-40 minutes d'échange donc avec Johan, on se gardera environ 20 minutes pour les questions que vous aurez posées au cours de la conversation. Voilà, bonjour Johan. Salut à tous, merci Astrid. On m'entend bien, super. Ouais. Tu vas bien? Oui, ça va. Ça va. Bon, merci en tout cas d'avoir accepté de prendre ce temps pour venir partager ton expérience. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire d'où tu viens et puis nous parler aussi de l'histoire de la ferme des Clos et puis de toi, ton installation sur cette ferme? Oui, alors en quelques mots, moi je suis formé jardinier et architecte paysagiste. Et donc j'ai toujours cette activité-là pour faire du projet, des études de territoire. Et j'organise aussi pas mal de formations, notamment sur le sujet de la permaculture. Et donc je suis installé comme houblonnier. Donc c'est moi qui cultive le houblon à la ferme des Clos. Donc voilà, j'ai encore ces différentes casquettes. Pour l'histoire de la ferme des Clos, pour la faire très courte, en fait, c'est une ferme qui a été attenante à un château pendant quelques décennies. C'est plus le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, il reste un territoire de 90 hectares cultivables et une dizaine d'hectares de forêt. Et donc, nous avons toujours des bâtiments. Je vous montrerai une photo aérienne ensuite. Des bâtiments dans lesquels il y a surtout des logements aménagés. Donc, il y a pas mal de familles qui habitent sur place, mais qui ne sont pas liées à l'agriculture. Et en plus de ces bâtiments de logement, des bâtiments agricoles dans lesquels nous sommes installés et qui nous permettent
voilà, d'être ensemble, d'accueillir du monde. Et on a des bâtiments techniques. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu quand est-ce qu'est né ce projet, quand est-ce qu'il a Mhm. débuté, et puis aujourd'hui, combien il y a de personnes sur la ferme? Voilà, peut-être en 2 mots Ouais. là-dessus. Alors, en fait, l'histoire, donc plus proche de nous, à partir de 2015-2016, c'est la famille de Pascal Valois qui reprend la main sur un fermage, donc qui rompt un fermage qui était une exploitation des prairies pendant presque 20 ans. Et l'idée, c'était de reprendre la main pour justement retrouver une diversité de cultures, créer un collectif, passer en agriculture biologique. Et donc, Pascal constitue le projet, enfin, crée le projet avec sa famille, avec un groupement foncier agricole, et lance du coup la création du collectif en allant d'abord s'associer avec Jérémy. Et donc, ils ont créé la miellerie, la production de miel à la ferme. Et ensuite, se sont rencontrés les autres, donc avec Romuald le maraîcher, Vincent l'arboriculteur et moi pour le houblon. Et pour mon cas, j'ai rencontré donc ce collectif en formation grâce au parc naturel régional. Parce que donc j'allais présenter mon projet au parc et c'est lui qui m'a mis en relation avec Pascal et Jérémy qui étaient en train de créer le groupe pour qu'ensuite nous créions la Société à Action Simplifiée, donc la SAS Ferme des Clos, dans laquelle nous sommes à la base 5 associés producteurs et 4 associés en soutien financier. Donc ça, c'était en février 2017. Et ensuite, nous nous sommes tous installés dans la foulée ou précédemment avec nos entreprises individuelles. Voilà, Ok, c'est ça peut-être qu'on la... reviendra du coup sur un peu la structuration juridique. Est-ce que tu peux nous dire, parce que donc vous étiez 5 au démarrage, Mhm. et comment est-ce que c'est fait le choix de ces 5 personnes, enfin, ou en tout cas, comment est-ce qu'un nouvel atelier est choisi? Est-ce qu'il y avait une réflexion de complémentarité agronomique derrière entre les différents ateliers? Ou est-ce que c'était vraiment en fonction des personnes qui souhaitent rejoindre le collectif, quels sont les ateliers qu'elles portent? Et du coup, ça constitue le projet aujourd'hui de la ferme des Clos. Dans la première forme, ça s'est fait selon les personnes qui se présentaient. D'accord. Ensuite, il y a 2 personnes qui nous ont rejoints, donc maintenant on est 7. Une Mhm. personne qui a été formée par Romuald donc en maraîchage et qui s'est installée elle-même en maraîchage, donc Sophie. Et de plus, Cécile qui nous a rejoint aussi, qui est la femme de Vincent, donc qui s'installe en arboriculture aussi, mais qui a elle-même sa propre structure. Et ensuite, bah, on a plusieurs sollicitations. On a notamment un salarié, Anton, qui est là avec nous depuis le début de l'aventure, mais qui là va s'installer en indépendance, en entreprise indépendante pour la production de gelée royale, et donc qui va créer sa propre entreprise et qui va donc devenir un des associés. Ok. Et alors, du coup, là, sur ces différents ateliers, comment est-ce que vous décidez notamment de l'aménagement? Tu disais, toi, être en parallèle paysagiste. J'imagine que du coup, tu as peut-être un rôle à jouer là-dedans, mais voilà, comment est-ce qu'est décidé quel atelier on place où? Comment est-ce qu'ils s'abriquent les uns avec les autres? Mhm. Alors, il y a plusieurs niveaux de décision. Là, je peux peut-être vous proposer très vite un partage d'écran pour que l'on voit ce document-là. Je ne sais pas si vous voyez un peu toute cette carte mentale. Donc, finalement, on s'est organisé en identifiant nos besoins communs. Donc, on a tous besoin de matériel, on a tous besoin de communiquer. Mais un petit peu, moi, je vois pas très. Ouais, Ouais, oui, c'est pas très net, mais bon, c'est pour ouais, là, c'est. illustrer. Bon, il y a un petit zoom là. Donc, on a tous besoin de matériel, tous besoin d'aménagement, justement, des espaces partagés. Et finalement, on a identifié tout ce dont on a besoin et qui pouvait piloter quoi. Donc, Hmm. par exemple, en aménagement du territoire, on a Vincent qui est le pilote sur ce sujet, avec Pascal qui le seconde, au cas où il n'est pas là, quoi.
Et donc, Vincent va être le garant de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire aller vers le pratique, le beau et l'efficace sur ce sujet de l'aménagement du territoire. Et donc, ça identifie tous ces sujets-là. Et lorsqu'il y a une décision à prendre, c'est Vincent qui va faire une proposition, qui va identifier un besoin et qui va le soumettre à l'ensemble du cercle de producteurs. Ok, très bien. Ok, non, bah super. Bah, du coup, ça me donne envie un peu de poser quelques questions sur le collectif. Peut-être sur, du coup, rentrer un peu plus en détail sur la structuration juridique et votre organisation, à la fois en termes de par atelier et ensuite les structures communes qui existent. Et puis peut-être, mais ça sera peut-être une deuxième question, là tu parlais tout à l'heure d'Anton, qui est là depuis le début, mais qui va s'installer en entreprise individuelle, là seulement dans, je sais pas, enfin, prochainement. Ouais. Voilà, comment est-ce que c'est une pratique un peu habituelle de votre côté où les personnes viennent d'abord travailler sur la ferme et puis ensuite créer leur propre structure? Mais ça peut faire l'objet d'une deuxième question, peut-être pour commencer sur l'organisation et la structuration juridique. Oui. Notre, alors, on va vraiment pas dire que c'est la solution miracle, hein, et la solution idéale, hein, puisqu'on rencontre des difficultés aujourd'hui par rapport à cette organisation. Mais l'idée de base, c'était de se dire, on va pas pouvoir faire un GAEC parce qu'on va pas tous faire la même chose. On n'a pas tous les mêmes investissements, pas tous les mêmes calendriers d'installation. Il faut qu'on puisse être tout de même autonome. Donc, on a créé une société à action simplifiée dans le but à ce qu'elle puisse nous réunir, qu'on puisse partager des investissements, partager des charges, partager du matériel, créer une marque commune, par exemple, pouvoir potentiellement embaucher une personne comme Anton qui allait aider à la création et l'installation de chaque atelier, etc., etc. Donc, cet SAX ça nous permet vraiment d'être ensemble, d'avoir un pied dans un groupe collectif. Mais l'autre idée, c'est de quand même préserver une certaine autonomie et un risque dans euh, comment dire, un risque cadré. C'est-à-dire avoir une entreprise individuelle chacun. Donc, la houblonnière, c'est une entreprise, l'arboriculture, c'est une entreprise, l'apiculture, c'en est une, etc., etc. Donc, vous avez 7 personnes, vous avez 7 entreprises individuelles. L'idée, c'est que moi, dans mon entreprise, je suis maître de mes investissements, de mes risques. Je suis maître de mon coup de pied au cul le matin pour aller bosser. Je dois m'en remettre à personne. Et si je me casse la gueule, eh ben, j'emporte personne. Mais avant de me casser la gueule, peut-être que justement le collectif, et notamment la SAS, va éventuellement pouvoir m'aider à garder la tête hors de l'eau, quoi. C'est ça, c'est ce jeu-là entre être ensemble, mais pas forcément complètement fondu, et être autonome, mais pas chacun pour sa gueule, quoi. C'est vraiment Ok. cet équilibre-là qu'on cherche avec ça. D'accord. Parce que toi, dans ton entreprise individuelle, il y a une partie de revenus tirés de la commercialisation que tu fais toi de ton côté. Il y a une partie, elle est dans ton entreprise individuelle. Oui. Ou il y a une partie qui remonte aussi au niveau de la SAS de la ferme des Clos. Non, la SS, elle nous sert à justement gérer tout ce qui est potentiellement les bâtiments. On a par exemple une maison commune qui représente des charges. Il y a bien sûr de l'eau, de l'électricité. On va aussi profiter des chambres pour héberger nos stagiaires, nos salariés. Donc tout ça, c'est porté par la SAS. Et donc, nous avons par exemple un loyer à payer et des charges à payer. Voilà. D'accord. Ok. Donc, c'est vraiment tout ce qui concerne le commun, quoi. Mais ensuite, ok. Tout Absolument. ce qui est propre à votre activité personnelle, ça, c'est au niveau des entreprises individuelles. Oui, absolument. Ok. Et donc, pour répondre peut-être à ta deuxième question, Anton, il était là depuis le début en tant que salarié. Et lui, voilà, en plus, c'est vraiment un jeune. Le fait qu'il crée son propre emploi, donc sa propre entreprise, pour nous, ça avait totalement du sens. Donc, on l'aide à s'installer en individuel. Euh, et donc, ta question est intéressante parce que c'est vrai que on ne rentre pas du jour au lendemain dans un collectif. On ne s'installe pas de toute façon du jour au lendemain en agriculture. Donc,
c'est vrai qu'on aime cette période où une personne va vraiment venir travailler avec nous en stage, en, potentiellement oui, en saisonnier, etc. Et pour faire connaissance, puis vraiment travailler ensemble avant d'en arriver à tout ce qui est intégration, modification des statuts pour la faire rentrer comme associé. Mais voilà, après, on n'a que 4 années d'expérience là-dessus. Donc c'est vrai que le fait que 2 personnes comme Sophie et Cécile soient rentrées, ça nous a aussi permis de faire évoluer notre cadre, notre organisation, notre structuration. Et ça nous a permis, par exemple, de créer un règlement intérieur, notamment en se disant comment je rentre, comment je sors. Donc, voilà, c'était intéressant. Ok. Et alors du coup, parce que là, tu commences peut-être un peu à aborder les sujets, notamment enjeux humains, qui sont clés dans un collectif. Oui. Que là, donc, comme tu le disais, donc ça fait 4 ans que vous êtes installés. Avec le retour là, des 4 années, est-ce que tu pourrais dire un peu, selon toi, quelles sont les principales clés de réussite et aussi les facteurs d'échec, ou en tout cas de difficulté d'un projet collectif agricole? Ouais. D'être en collectif nécessite absolument de travailler sur notre manière de communiquer, avant tout. Donc, il est nécessaire, il est apparu nécessaire pour nous, je vais vraiment parler pour nous-mêmes et pour moi, d'apprendre à s'exprimer, à savoir formuler des choses, savoir peut-être réinterpréter ce qu'a dit l'autre pour être sûr qu'on a bien compris, savoir se partager la parole, considérer un état d'être euh, quand on commence une météo. Par exemple, quand on commence une réunion, c'est forcément parler de météo dans l'idée d'exprimer où on en est, comment on se sent, etc., etc. Donc, il y a pas mal d'outils qu'on est allé chercher à droite à gauche. Il y a eu des moments où ça se passait pas bien, donc on est allé chercher des associations comme l'Université du Nou qui nous ont permis d'aborder des outils de communication non violente ou plein d'autres outils pour pouvoir identifier où étaient les dysfonctionnements et comment on pouvait les résoudre. Et puis d'autres formations, comme on l'a fait là au début du mois de janvier, avec de la communication transformative, par exemple. Ça, je vous invite à regarder. Donc voilà, se concentrer sur l'humain, qui on est, avec quoi on vient, et puis comment on peut chacun être impliqué dans le collectif et le faire avec ce que l'on est et pas ce dont le lieu a besoin. Mm. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Ok. Et alors peut-être en termes de temps passé sur ces sujets collectifs et gestion un peu humaine, est-ce que tu pourrais le dire à peu près combien de temps vous passez, je ne sais pas, de manière hebdomadaire sur ça? Et peut-être nous parler d'outils. Là, tu as parlé du coup de communication non violente, de communication transformative. Je ne sais pas si tu as des idées d'outils qui pourraient être utiles pour des personnes qui souhaitent se lancer à plusieurs. Il y a des. Ah, pardon, j'ai zappé la première partie de ta question. Pardon. Ouais, la première partie du coup, enfin, il y avait la question donc des outils que vous utilisez, Oui, et la question du temps passé sur ce oui, collectif. pardon, c'est ça. Donc, le temps passé d'abord, en fait, on se réunit une demi-journée toutes les 2 semaines. Donc, c'est une réunion qui permet autant de justement parler de collectif, de l'aspect humain, que de prendre des décisions techniques. Nous, dans notre collectif, le problème, ouais, je peux appeler ça un problème, c'est qu'on passe beaucoup trop de temps à considérer les aspects humains, les aspects psychologiques, philosophiques. Alors, c'est moi qui parle, hein. Peut-être qu'un autre associé dira autre chose, mais en tout cas, on a, je pense, passé énormément de temps, trop de temps, sur voilà, cet aspect échange, rencontre, ouais, le côté philosophique, psychologique, philosophique. Voilà, on a peut-être passé trop de temps là-dessus et justement,
on patine un peu sur le côté technique et mise en place parce que en fait, on a beaucoup travaillé sur l'aspect humain, vraiment en tant que groupe humain, mais je pense qu'on n'a pas assez bossé sur le fait d'être un groupe humain entreprise, vraiment dans le sens où on a une stratégie qu'on doit faire, qu'on doit être rentable, qu'on doit durer dans le temps, qu'on doit payer des salariés, etc., etc. Donc ça, on n'a pas été assez bon là-dessus. Donc voilà, ça crée des problèmes et des dysfonctionnements. Et pour te répondre sur les outils de base qui sont presque évidents, bah, c'est bien sûr, quand on a une entreprise, c'est d'avoir des statuts. Des statuts dans lesquels on peut quand même, là, avec l'ASS, c'est plutôt intéressant parce que c'est assez souple. Et on peut donner des orientations comme bah, un homme, une voix, par exemple, même si il y en a un qui est majoritaire et les autres moins. Enfin, ça, c'est intéressant. En parallèle de ça, créer un règlement intérieur et aussi avoir un document qui est potentiellement une charte qui est identifiée, quelles sont les valeurs communes, vers quoi on va et quelles sont nos visions individuelles et collectives. Donc ça, c'est des outils indispensables. Et puis après, les outils qui nous intéressent, nous, ce qui nous plaît, c'est les espaces-temps, c'est-à-dire créer des moments conviviaux, euh, essayer de manger ensemble, voilà, d'aller se promener ensemble. Ça, c'est des outils qu'on a du mal à mettre en place. Et voilà, ils sont intéressants aussi. Ils sont indispensables, mais ils ne sont pas toujours faciles quand on est en pleine saison et qu'on a tous la tête dans le guidon. Oui, bien sûr. Ok. Oui, et du coup, au sein de la SAS, aujourd'hui, vous êtes sur ce principe de un homme ou une femme égale une voix? Oui, absolument. Oui, il faudrait dire un humain égale une voix. Yes, ok. Et du coup, est-ce que vous vous êtes fixé un nombre maximum de personnes parce que j'imagine aussi que bah, oui, c'est pas forcément évident à chaque fois quand il y a une nouvelle personne, tu en parlais tout à l'heure, à intégrer. Enfin, à la fois, ça permet de se reposer des questions et peut-être de redéfinir, repréciser le cadre. Mais est-ce que vous avez parlé d'un nombre maximum de personnes qui intégreraient le collectif ou ça, c'est pas forcément des questions qui ont été… Non, on n'a pas parlé de nombre maximum et notamment pour être tout à fait transparent, parce qu'en ce moment, on est plutôt en train de perdre des gens. Voilà, Ok. donc on était 5, après on a évolué en étant 7. Et là, il y a des problèmes, on a des problèmes économiques notamment, et des problèmes qui sont dus à une mauvaise gestion et une mauvaise structuration. Euh, et il y a une personne qui n'a pas, comment dire ça, qui a eu, on va dire, plutôt peur de cette situation et qui n'a pas su voilà, se dire, OK, j'encaisse et je cherche des solutions avec tout le monde. Elle a préféré se dire, c'est trop dangereux, je m'écarte et je pars. Je vous la fais courte, hein. Donc, on a perdu donc Sophie maraîchère qui est en train de déménager, mais qui part sans conflit, sans. Voilà, on ne s'est pas tapé dessus non plus, hein. Elle a fait ce choix et on a tous compris. Donc, on est maintenant dans l'urgence aujourd'hui, là, et je bossais encore dessus ce matin, de retrouver une autre structuration parce que finalement, et c'est pour répondre à une des questions de la discussion d'ailleurs que j'ai vu passer là, finalement, la SAS, elle rentre de l'argent bon, en faisant payer des charges aux entreprises individuelles, mais pas que. Elle porte aussi la responsabilité de l'atelier Grande Culture et celui de l'atelier Volaille. C'est-à-dire que nous avons créé un élevage de poulets de chair et de poules pondeuses dans le but, à la base, que ce soit un moteur économique. C'est-à-dire que ce soit un atelier facile à mettre en place, qui puisse générer de l'argent, qui puisse couvrir une partie des charges de tout le monde, des entreprises individuelles, limiter les charges. Mais on a eu quand même enfin, on va appeler ça de l'ingérence sur cet atelier. Et là, ça nous a fait plutôt perdre de l'argent. Et donc, c'est en train de retomber sur les entreprises individuelles. Et là, bah, forcément, comme ça ressort de la vapeur,
que ça ne va pas du tout dans le bon sens de ce qu'on avait imaginé à la base. On est en train de revoir ce que la SAS porte. Et on est en train d'arriver plutôt vers l'idée que la SAS porte des outils à mettre à disposition de tout le monde en commun et que ce soit pas, qu'il n'y ait pas un mélange avec cet objectif de rentabilité et donc de diminution des charges des entreprises individuelles. Ok. Quand tu parles d'outils, tu parles typiquement de matériel ou de bâtiments, comme tu évoquais tout à l'heure, mais qu'en gros, il n'y ait pas une activité économique attachée à un atelier qui soit au sein de cette SAS. Non. Par exemple, la SAS, on a tous investi ensemble grâce à la SAS pour se payer une clôture ou pour pouvoir créer un forage. D'accord. Aujourd'hui, c'est avec la SAS que nous sommes propriétaires de ça. Et c'est un outil qui est mis à disposition ensuite à tout le monde. D'accord. Et on se sert de la SAS pour la répartition des charges là-dessus. Ok. Non, bah, merci du coup pour ces partages-là. C'est vrai qu'on se rend compte aussi que, et vous, ça fait quand même quelques années que vous êtes là et un collectif, ça passe aussi forcément par des difficultés et c'est aussi sûrement là-dedans qu'on avance et qu'on apprend. Est-ce que tu peux peut-être nous partager un peu plus sur la partie rentabilité économique? Je sais que les porteurs de projets sont souvent demandeurs de ces informations-là. En tout cas, parce qu'il y a chacune des entreprises individuelles qui fonctionnent. Est-ce qu'il y en a voilà. Je ne sais pas si tu as quelques informations à nous partager de ce côté-là. Pas grand-chose, à part le fait que le problème il se transforme en déficit. Donc, l'ASS est en déficit. Par contre, les entreprises individuelles, elles, sont en pleine installation ou ont déjà généré une rentabilité. Donc, l'apiculture, il n'y a pas de souci économique, on va dire que c'est plutôt sain. Le maraîchage, c'est plutôt sain aussi, notamment parce que c'est des contrats AMAP. Et l'arboriculture et les houblons, on est vraiment au début de l'implantation de nos cultures, donc il n'y a pas encore de rentabilité, il n'y a pas encore de revenus dégagés. Donc voilà, pour l'instant, on est tous à des niveaux complètement différents. Et c'est ça aussi qui crée des dissonances, une difficulté aussi à s'organiser, se structurer, parce qu'on est tous dans un rythme hyper différent. Donc ça crée un peu de... Il y en a qui courent loin devant, quoi. Et d'autres qui iront au même endroit, mais qui auront besoin de plus de temps. En tout cas, sur des chiffres précis, je n'ai pas vraiment de chiffres précis ici. Voilà, je sais pas si ça répond à la question. Ok, non, si, écoute, très bien. J'ai peut-être du coup un élément pour terminer et puis après on passera, je pense, aux questions des différents participants. Mais tu l'as déjà un petit peu partagé, mais si on devait choisir une chose à refaire, si tu avais une chose à refaire là, dans le projet, ce serait quoi pour toi? Dans le projet, c'est comment dire, l'évolution, la progression, l'apprentissage du collectif. Voilà, de bosser vraiment sur l'humain, parce que moi, ça me nourrit encore énormément tous les jours. Et qu'on est tellement des handicapés du social et du vivre ensemble dans notre société actuelle que, voilà, même si je me casse la gueule demain, j'aurais eu un bel apprentissage là-dessus. Ça, c'est sûr et certain, quoi. Même si c'est dur et qu'on s'en prend plein la gueule, c'est un super apprentissage. Ok, écoute, merci beaucoup pour ce partage. Donc, on va prendre quelques questions là des participants et participantes. J'en vois une notamment autour du coup de la gestion du foncier, notamment qui est-ce qui est propriétaire des terres aujourd'hui. Tu as parlé du GFA, mais je ne sais pas si c'est le GFA qui est toujours propriétaire ou non. Et du coup, comment se passe le montage, disons, de location entre les entreprises individuelles et la structure qui détient le foncier? Ouais, c'est assez simple. Le groupement foncier agricole est propriétaire de toutes les terres et des bâtiments agricoles. Et chaque entreprise aura son bail
auprès du groupement foncier agricole. Et pour la SAS, c'est Pascal, donc le représentant de la famille et le majoritaire dans la SAS, qui a les terres à disposition. Voilà, donc le montage, il est pas très compliqué. Ok. Ok, très bien. Et du coup, vous louez, enfin, chaque entreprise individuelle loue des parcelles, c'est ça? Vous avez, enfin, vous faites découper un peu le foncier de sorte que chacun a ses propres parcelles. C'est ça. Moi, j'ai mon entreprise individuelle avec mes 2 hectares 75 en bail auprès du groupement foncier agricole. Ok, très bien. Et typiquement sur un atelier comme l'arboriculture, parce que là, du coup, les arbres sont, eux, sur des parcelles typiquement grande culture ou autre. Pareil, Euh, ça ne change pas. C'est le même bail, c'est le même fonctionnement. ok. Mais du coup, parce qu'il peut y avoir plusieurs. Enfin, parce que typiquement, s'il y a des grandes cultures sur les terres sur lesquelles il y a de l'arboriculture également, ça fait qu'il y a quoi? Il y a deux locataires sur. Non, la production arboricole, elle est vraiment sur une parcelle en particulier. Alors, je peux peut-être vous montrer un document qui n'est pas hyper à jour, désolé, mais peut-être que vous pourriez vous en rendre compte mieux. Voilà, donc là, par exemple, on a un découpage de la plaine des Clos. Donc, Mhm. c'est la moitié des terres. Chaque atelier va avoir sa propre surface. Et donc, les grandes cultures, c'est une surface à part entière aussi. Donc, Mhm. on a l'élevage, on a le maraîchage. C'est pas du tout à jour, hein. Ça a 3 ans. Je n'ai pas de photo aérienne récente. Mais donc, voilà, par exemple, là, la houblonnière, c'est les 2 hectares de culture avec 0,75 tout autour. Et donc, la parcelle arboricole, c'est une culture à part entière. Par contre, après, nous avons effectivement de l'agroforesterie, où là, on a donc des parcelles. Il y avait un petit plan là. On a une parcelle dans laquelle on a planté en intraparcellaire, et cette plantation arboricole, elle est considérée dans les grandes cultures Ok, oui, oui, à d'accord. l'intérieur. Ok, non, mais c'est plus clair. Merci. Donc ça, c'était. Et alors sur la partie, il y avait également une question sur du coup les charges de la SAS Mhm. et comment ces charges sont réparties. Est-ce qu'elles sont réparties à égalité entre les différents associés? Est-ce qu'elles sont réparties en fonction du résultat de chacun, en fonction de l'usage d'outils communs? Enfin, Ouais. vous Pour avez- l'instant, c'est à égalité, D'accord. parce qu'on n'a pas tous du chiffre d'affaires, on n'a pas tous de revenus, donc on ne se base pas là-dessus. Effectivement, dans notre nouvelle structuration, comme on est tous en train de grandir, on va réfléchir, on va reprendre un peu cette réflexion-là, peut-être selon effectivement notre chiffre d'affaires, parce que ce sera certainement plus juste. Ok. Forcément, une maraîchère qui est installée sur 5000 m², elle n'aura pas le même chiffre d'affaires que les apiculteurs qui peuvent faire un chiffre d'affaires assez conséquent, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Et du coup, sur les bénéfices de la SAS, parce que typiquement, il y a par exemple une boutique à la ferme, est-ce que ça rentre dans les bénéfices de la SAS? Et quels sont aussi, enfin, d'où viennent en gros les bénéfices de la SAS? Eh ben, effectivement, de la boutique, potentiellement aussi dans l'organisation de formation, d'accueil d'entreprise aussi, qui veulent faire des journées type team building. Donc ça, Oui. c'est assez chouette. Ça vient, oui, ça vient aussi potentiellement des grandes cultures et de l'atelier volaille. Mais pour le coup, en ce moment, donc comme je le disais, on est plutôt en déficit. Donc on a plutôt, on va dire ça comme ça, un trou à combler que du bénéfice à répartir, quoi. Ok, Malheureusement, on en est plutôt là. ok. Ok. Et du coup, il y avait aussi une question sur le statut des différentes personnes, le statut agricole. Est-ce que tout le monde a un statut agriculteur, chef d'exploitation, ou est-ce qu'il y a certains qui sont cotisants solidaires? Alors, c'est intéressant comme question parce que dans la SAS, nous sommes donc finalement 9, enfin 11, pardon. On est 11 avec 7 associés producteurs.
Et les 5 autres sont des associés qui ont apporté au capital, en fait. Ils ont apporté vraiment des sous au début pour lancer l'aventure. Ok. Des cotisants solitaires, non, il n'y en a plus. Jérémy l'était et il est passé en activité principale. Mais non, nous n'avons plus de cotisants solidaires. Ok. C'est vrai que c'est aussi l'intérêt d'une SAS, typiquement par rapport à un GAEC, où ça permet d'avoir au capital des personnes qui ne sont pas chefs d'exploitation agricole. En plus de ce dont tu parlais tout à l'heure sur la souplesse, notamment sur les statuts, où on peut un peu mettre tout ce que l'on veut, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les structures juridiques. Ok, très bien. Et alors, il y avait aussi une question sur l'habitation, parce que c'est vrai que ça peut être aussi un sujet. Nous, on voit beaucoup de porteurs de projets qui souhaitent habiter sur la ferme, mais souvent, il y a une problématique qui se pose autour de l'hébergement. Vous, comment est-ce que ça se passe là-dessus? Qui habite sur le lieu? Et est-ce que pour les autres personnes, il y a eu des difficultés justement à trouver des solutions d'hébergement ou non? On a, donc, comme je le disais, toute une partie bâtiment qui est découpée en logements, donc gérée par la famille de Pascal avec une SIC. Et on a dans les bâtiments agricoles une partie logement. Donc on a quand même quelques chambres qui sont individuelles ou collectives. Il n'y a qu'un seul associé qui habite sur place et Anton qui va bientôt être associé. Donc, on a des solutions pour héberger les stagiaires, les salariés, les compagnons aussi, parce que nous sommes dans le programme Ferme d'avenir de compagnonnage. Et sinon, la plupart d'entre nous, soit on habite dans le village, soit on habite un peu plus loin. Pour le coup, moi, j'habite en ville, à Vélizy, du côté de Versailles. Et je préfère ça, en fait. Je préfère ce détachement, notamment parce que j'ai aussi une activité par ailleurs, surtout sur l'hiver, et c'est plutôt dans Paris. Et j'aime, moi, cette idée de ne pas être constamment à la ferme, parce que je pense que vous êtes plusieurs à savoir qu'une fois qu'on est dans une ferme, c'est tous les jours et qu'on est énormément sollicité. Donc, quelque part, en termes d'équilibre de vie, moi, je ne trouve pas ça super de vivre sur place. Je l'ai expérimenté et je préfère qu'il y ait quand même un détachement. Et j'oserais presque conseiller ça, en fait, que c'est plus simple. Ok. Très bien. Et alors, peut-être justement sur ces expériences collectives, il y avait une question aussi sur est-ce que vous avez eu des expériences collectives avant ce projet? J'imagine pas forcément agricole. Et est-ce que c'était une première expérience agricole pour les différentes personnes du groupe ou pas? Ouais, bonne question. En fait, il y avait Pascal et Jérémy qui avaient déjà créé la miellerie, Oui. mais qui se sont regroupés de manière professionnelle, vraiment pour produire ce miel. Et ensuite, on s'est tous retrouvés dans cette SAS à signer les statuts et à vraiment se constituer en groupe sans vraiment se connaître. Donc, il y avait tout le monde se connaissait, enfin, si Pascal connaissait un peu tout le monde, mais on n'a pas eu de vécu ou d'histoire ou d'expérience ensemble avant de se constituer ensemble. Et il n'y a aucune personne qui a été agriculteur avant de s'installer à la ferme. Donc, D'accord. Pascal avait déjà son activité d'apiculteur ailleurs, mais il n'était pas agriculteur. Donc, on est tous issus d'autres métiers, d'autres milieux. Et c'est ce qui fait aussi quand même notre force dans le collectif, c'est qu'on a tous des expériences professionnelles passées qu'on a mis vraiment dans le groupe et dans le lieu pour créer je pense, la particularité quand même de la ferme des Clos et de notre groupe. Ok. Et donc, oui, quand tu dis personne n'était agriculteur avant, c'est même personne n'a été ouvrier agricole ou salarié agricole ou c'était une première expérience. Ok. Ouais, absolument. Mais ce qui est chouette, c'est que Jérémy, par exemple, il a travaillé dans une maison de la culture à Chevreuse. Donc, sur l'aspect événementiel, culture, il est plutôt bon là-dedans. Et donc, il nous a apporté énormément d'expérience et de savoir-faire pour vraiment agir sur le collectif, l'accueil, l'organisation de fêtes aussi, potentiellement. Voilà. Et nous, enfin, Cécile, Vincent et moi,
tous le métier de paysagiste concepteur, d'architecte paysagiste. Bah, là, point de vue aménagement du territoire, voilà, on a su aller assez vite parce qu'on a aussi pas mal bossé sur les plans et sur voilà, la bonne implantation de tous les ateliers, par exemple. Ouais. Ok. Non, bah, écoute, merci beaucoup pour tout ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense avoir pris la majeure partie d'entre elles. Écoute, un grand merci pour, du coup, Rien. pour l'échange. J'espère que là, les différentes personnes présentes bah, ont pu apprendre, partir avec quelques éléments de réflexion supplémentaires. Mais on voit aussi bah, qu'un projet collectif, c'est un projet qui est en mouvement. Enfin, moi, c'est un peu ce que je retiens aussi là de ce que tu décris. Il y a voilà, ça change, ça bouge, à la fois au niveau humain, à la fois au niveau de sa structuration. Et donc, bah, il y a cette nécessité de se renouveler, peut-être de redéfinir le cadre assez régulièrement. J'imagine aussi, tu l'as mentionné, que vous vous êtes fait accompagner sur tout ça. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ce temps de partage. On vous enverra le replay dans les prochains jours, puisque du coup, la session a été enregistrée. Il sera également accessible du coup sur Lagrange. Ça, on vous enverra le lien. Mais Lagrange, c'est une plateforme qu'on a lancée récemment et dont l'objectif est d'être l'endroit pour les porteurs de projets pour gérer leur projet d'installation. Donc, vous y retrouverez notamment des contenus, des événements, des outils, vos annuaires, points de contact pour, voilà, pour vous aider à avancer et à mûrir votre projet d'installation qui, comme le disait Johan, se construit généralement sur plusieurs années. Et puis, bah, merci en tout cas pour votre participation. On vous annoncera aussi le prochain webinaire qui aura lieu avec la ferme des Volonteux le 16 mars, sur le créneau aussi 12h30, 13h30. Voilà, un grand merci à tout le monde et puis bon après-midi et bonne semaine. Merci à vous. J'espère avoir apporté pas mal de choses pour les projets de chacun. Donc, à bientôt. Merci. Merci Johan, à bientôt.